Alors, ce soir, on va parler prise de vue en photographie. Alors, avant de commencer, quelques petits conseils de base pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de nous suivre la semaine dernière sur ce genre d'événement, donc ils savent comment ça se passe. Donc, avant d'aller plus loin, quelques conseils quand même pour que tout se passe bien pour le meilleur des mondes. Premièrement, allumez ou augmentez le volume de vos enceintes. C'est-à-dire que ça va vous permettre de m'entendre et de nous entendre correctement pour la suite du webinaire. Ce que je vous recommande quand même, c'est si vous avez un casque, essayez de le brancher. Ça vous évitera de perturber les gens qui peuvent être autour de vous. Ensuite, prenez de quoi prendre des notes. On va essayer de passer une demi-heure, 40 minutes ensemble. Un petit peu plus, je pense, s'il y a des questions. Donc voilà, on va voir plein de choses. Il y a peut-être des choses qu'on va voir pendant la présentation, des questions que vous n'avez peut-être pas osé poser. Donc prenez des notes, on en parle à la fin. On va laisser 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses en fonction du volume qu'il y a. Après, vu qu'on va rester assis et que... D'ailleurs, j'ai pas encore pris ma bouteille d'eau, moi. Et vu qu'on va quand même pas trop bouger, et que on va pas pouvoir s'arrêter si quelqu'un a une obligation d'aller chercher de l'eau, par exemple, ce que je vous recommande, c'est de prendre tout simplement une petite bouteille d'eau, un grand verre d'eau, voilà, à côté de vous, pour ne pas en perdre une miette. Ensuite, je vous conseille d'éteindre portable, télévision, radio, smartphone, bref, tout ce qui pourrait vous distraire pendant la conférence. Et ensuite, ça c'est un petit peu le problème d'Internet, c'est sauf pour ceux qui ont la fibre, afin d'avoir un son et une image de qualité, je vous recommande vivement d'éteindre tout ce qui est téléchargement, Skype, qui en permanence échange beaucoup sur Internet. Donc voilà, éteignez ça quelques minutes, ça vous fera du bien déjà. Et puis, principalement les smartphones, si vous avez l'occasion de déconnecter un petit peu, c'est une bonne occasion. Et on va vous présenter ce qu'on va faire ce soir. Premièrement, les conférences en ligne. Alors, on avait envie avec Céline de partager un petit peu notre passion de la photo. Alors, on a le blog Photo Passion. Si vous êtes là ce soir, c'est principalement, je pense, pour ça. On avait l'envie de partager un petit peu plus on avait envie de se mouiller un petit peu sur nos pratiques et puis aller un peu plus proche de nos lecteurs. Donc, on a décidé de lancer les masterclass. Donc, on en a eu déjà une la semaine dernière. Là, on en a une nouvelle aujourd'hui. Sur des sujets qui sont complètement différents. Le premier était la préparation du sac photo. D'ailleurs, on s'était un petit peu trompé sur le titre du slide. Et aujourd'hui, on va voir la prise de vue. Donc, dans ces événements, on va partager des astuces en photographie, donc des trucs et astuces qu'on utilise nous quasiment au quotidien, ou des trucs qu'on a découverts avec d'autres personnes. Bref, tout ce qui peut nous faciliter la vie en tant que photographe. Ensuite, on va essayer de trouver des bons plans, ou en tout cas des bons endroits pour faire des achats. Il y a des belles promos en ce moment sur Internet. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas trop sur le blog, parce que c'est pas trop notre tasse de thé, de parler de trucs qui ont pas de longévité dans le temps. Mais voilà, il y a des bons plans sur Internet. On essaiera de temps en temps d'organiser des masterclass 10 bons plans. On fera que ça on vous partagera pendant une demi-heure les bons plans du coin. Mais voilà. Et on va aussi voir des tutoriels. Alors, soit ça sera des tutoriels pour réaliser des prises de vue, donc typiquement ce qu'on va faire ce soir avec Céline. Ou alors, ça peut être tout simplement des tutoriels sur Lightroom, sur Creative Cloud, donc toute la suite Photoshop, InDesign par exemple, on va peut-être essayer de s'y mettre un peu, et Lightroom, ou DxO par exemple, et d'autres choses qu'on peut voir en tant que photographe, donc comment monter un timelapse, comment truquer une photo ou tricher sur une photo, voilà, on verra tout ça dans ces masterclass. Et je vous invite, mais normalement si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes plus ou moins déjà inscrit, à vous abonner à la newsletter Photo Passion. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour que je vous envoie les invitations aux présentations. Et du coup, c'est moi qui fais la présentation de nous deux. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'être avec vous. Donc, nous, c'est Céline et Guillaume Manceron. Donc, nous ne sommes pas frères et sœurs. Nous sommes rencontrés grâce à la photographie.
Et nous sommes tout simplement deux passionnés par la photo et par la vidéo. On y tient beaucoup aussi à ça. Et on a créé plusieurs communautés autour de ça. Donc la première qui est Photopassion, qui a vu le jour en 2006, qui est notre premier bébé finalement. Après, il y a eu autour de la vidéo, qui est plus ou moins notre nouveau bébé. Et après, il y a Go.fr, qui lui, par contre, est un vieux patapouf, parce que c'est un forum où on n'adresse que les sujets de caméras sportives. Alors, le sac photo, et on va pas repasser dessus, dans la précédente conférence en ligne, on a eu l'occasion de voir comment bien faire son sac photo. Alors, pour les gens qui sont là ce soir, rapidement un petit rappel. Il vous faut donc un sac qui est confortable, que vous puissiez vous balader tranquillement avec sans avoir à vous faire mal au dos. Ne pas partir trop chargé, dans le sens où vous n'avez pas besoin de partir avec l'intégralité de votre matériel pour réaliser de belles photos. Et avoir au moins un objectif lumineux, un objectif qui ouvre un petit peu. Alors, je vois déjà des questions arriver là dans le module. Est-ce que cette nouvelle présentation sera disponible? Oui. En toute honnêteté, on les a uploadés cette nuit sur la chaîne YouTube autour de la vidéo. Pour Photopassion, ce sera sur la chaîne de Photopassion. Donc on les a déjà uploadés. L'article ou le lien vers la vidéo devrait arriver cette semaine, soit à première vue, ce sera dimanche qu'on enverra, qu'on mettra le lien sur le site. Je parlais des conférences déjà passées, hein, pas de celle-là arrivera donc du coup la semaine d'après. Alors, la prise de vue pendant les fêtes de fin d'année. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'adore les fêtes de fin d'année, c'est un grand moment déjà parce que on peut se faire des petits cadeaux, on a le droit. Et en plus, c'est un grand moment où il se passe plein de choses, la lumière est là pour nous aider, et on a envie que d'une chose, c'est d'en profiter et de ramener des magnifiques clichés. Donc on va commencer tout de suite par vous donner des exemples de photos qu'on peut prendre en intérieur. Alors, c'est des pistes, à vous de les explorer et de jouer avec, mais voilà, si vous avez des difficultés à imaginer ce qu'on peut faire en photo, on vous donne quelques pistes. La première, c'est la préparation du repas. Je n'ai jamais vu autant ma famille dans une cuisine au moment des fêtes de fin d'année. Vous avez le salon, où tout le monde mange, et vous avez la cuisine, où tout le monde prépare. Et il y a une telle euphorie dans cette pièce-là que ça serait dommage de ne pas prendre de photos. Ensuite, il y a la mise en place de la décoration. Vous savez, alors, soit on arrive sur une table où déjà tout est dressé, et finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, soit il y a tout à faire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a toute la préparation de la décoration à montrer. Après, il y a évidemment l'ouverture des cadeaux qui est un moment, c'est un petit peu comme nous quand on est en prestation de mariage, c'est des moments clés à ne pas louper. Et après, il y a les détails. C'est-à-dire que la décoration, il peut y avoir une boule, il peut y avoir un peu de paillettes, il peut y avoir plein de choses sur la table. Donc, voilà. N'hésitez pas à zoomer ou à vous déplacer pour prendre en photo ces détails-là de votre table ou des cadeaux de Noël, par exemple. Après, c'est très important de faire des photos de famille ou de vos amis. Les fêtes de fin d'année, c'est Noël et c'est aussi le 31 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des photos de famille et de vos amis et surtout faites attention à être sur les photos. C'est-à-dire que si ça fait 1 heure que vous êtes dans la même pièce et que finalement vous êtes un peu toujours éclairé de la même façon, vous mettez votre boîtier comme il faut et puis après à la limite vous le laissez sur la table et les gens qui ont envie de prendre des photos l'utilisent et vous remplacent et du coup vous êtes un petit peu vous aussi immortalisé sur les photos des fêtes de fin d'année de cette année-là. Après, pour les photos en extérieur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir, il faut premièrement jouer avec la lumière. La photographie est un art où on joue avec la lumière. Profitez-en, les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année sont des moments de l'année où la couleur est juste magnifique et on peut trouver un patchwork de couleurs en extérieur, c'est juste sublime. Et le gros avantage de ces couleurs-là, c'est qu'elles sont extrêmement chaudes. D'accord? C'est-à-dire que vous avez du orange, vous avez du rouge, vous avez un peu de bleu, mais mélangé à de l'orange. Bref, n'hésitez pas, les couleurs de Noël, c'est au top. Et surtout, restituer l'ambiance de Noël. On est quand même en plein hiver, donc il y a quand même un côté froid, d'accord? Mais il y a aussi un côté très chaud, et la magie de Noël, c'est ça, c'est de pouvoir restituer l'ambiance de Noël.
Par contre, petit bémol, attention à l'heure, vous avez dû remarquer que le soleil se couche toujours plus tôt. Donc voilà, faites attention à l'heure. Si vous voulez un coucher de soleil, vous l'aurez pas à 22 heures, vous l'aurez plutôt vers 16h40 ou 17h. Je vais passer la main à Céline qui va en profiter pour vous faire un petit coucou et qui va vous parler du trio ouverture, vitesse et ISO. Et moi je vous retrouve à partir du slide numéro 13. On est hyper bien calé ce soir. Oui, alors bonjour à tous, parce que du coup, j'ai pas encore eu l'occasion, enfin si tout à l'heure au début, mais j'ai pas eu l'occasion de vous dire bonjour à tout le monde. Donc, on va parler maintenant un petit peu du trio ouverture vitesse ISO. Donc, je ne sais pas du tout à quel niveau finalement vous êtes par rapport à ce trio. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas d'utiliser le module questions. Donc, on va reprendre un petit peu les bases à ce niveau-là pour bien caler et pour bien comprendre comment régler donc son appareil photo. Donc, l'ouverture, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, le terme exact, c'est donc la quantité de lumière que l'on laisse passer à travers l'objectif. Alors, c'est aussi le terme barbare qu'on voit souvent derrière les appareils photo, où on parle de f1.8, f2.8, f4, f16, f13. Donc voilà, c'est ce terme-là en fait. Alors ça fonctionne comment? Alors on va faire un peu de maths d'abord, et après on va voir des exemples. Alors l'ouverture suit ce qu'on appelle une courbe logarithmique. Ça veut dire que une ouverture qui a f1.4, donc ce qu'on appelle une très grande ouverture, va transmettre 2 fois plus de lumière qu'une ouverture à f2. L'ouverture à f2 transmettra 2 fois plus de lumière qu'une ouverture à 2.8, et ainsi de suite, en fait, sur tout l'écran que vous pouvez trouver aussi sur votre appareil photo. Donc finalement, si vous avez beaucoup de lumière à f1.4, vous allez pouvoir, on le verra tout à l'heure, faire des photos plus rapides, et surtout faire des photos dans des conditions de lumière très difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une grande ouverture? Une grande ouverture, c'est f1.4, f1.8, f2.8. On a aussi des exemples f4 par exemple, f5.6 aussi. Mais essentiellement, c'est les 3 premiers qui sont écrits. Alors, vous allez me dire pourquoi on dit que c'est une grande ouverture, parce qu'un 4, ça paraît petit. C'est en fait une division. C'est une division de 1 sur un 4, donc ça donne un chiffre extrêmement grand. Donc une grande ouverture a pour conséquence de créer une toute petite profondeur de champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout que votre zone de netteté va être extrêmement faible. Donc quand vous allez prendre en photo à f1.4, si vous ciblez les yeux, en fait les yeux vont être nets, mais le nez ou les oreilles vont être flous. Donc ces ouvertures-là sont idéales justement dans les conditions de lumière difficiles, quand justement vous avez très peu de lumière et qu'il faut aller réussir à cibler un endroit en particulier. Mais comme je le disais juste tout à l'heure, il faut faire très attention à là où vous faites votre focus, parce que si vous ciblez mal finalement donc votre focus, vous allez avoir des drôles de surprises après au développement. Donc on a 2 petits exemples après, donc en très grande ouverture. La première photo a été prise alors sur le pont des Arts à l'époque où il y avait encore les cadenas. Donc la première photo a été prise en 1.4, donc j'ai ciblé, il me semble, le cœur du cadenas rouge. Et la deuxième, en fait, vous voyez tout de suite déjà qu'il y a une différence. On a beaucoup moins de flou de suite, donc on distingue beaucoup plus les cadenas qui sont autour du cadenas rouge. La deuxième a été prise à f5.6. En plus, pour information, quand on a des ouvertures à très grande ouverture, c'est aussi des objectifs qui sont relativement énormes en général. Il suffit de regarder le 51.2, c'est assez marrant de le voir, il est très très gros. Alors maintenant, on va parler des petites ouvertures. Alors du coup, une petite ouverture, ça va permettre de créer une image avec une très grande profondeur de champ. Alors, du coup, vous n'en avez pas besoin pour justement quand il y a des conditions de lumière difficiles, vous en allez avoir besoin pour d'autres exemples. Notamment, ça va être très pratique quand vous faites du paysage ou de l'architecture. Vous n'avez pas du tout envie, quand vous faites une photo de paysage, d'avoir, je ne sais pas, le premier arbre net et d'avoir l'arbre qui est derrière complètement flou. Ce que vous avez envie de montrer, c'est l'ambiance qui est révélée par rapport au paysage et justement tous les éléments du paysage. Donc pour le paysage et l'architecture, finalement, ce sont des ouvertures qui sont idéales. Par contre, du coup, à contrariori, il faut faire très attention à vérifier que vous allez bien avoir assez de lumière
et peut-être trouver des systèmes pour compenser donc, le manque de lumière. Alors, petit exemple, pareil, avec deux autres photos. Donc, la première photo a été prise, donc toujours sur le Pont des Arts, hein, j'en ai fait 4 justement pour illustrer cette présentation. Euh, la première photo a été prise à f11 et la deuxième photo a été prise à f16. Et vous voyez tout de suite que la poubelle verte qui est derrière, du coup, à F16, on commence à sérieusement mieux la voir et on voit bien aussi, alors je sais plus ce qui c'est derrière, je m'en veux plus. On voit bien le bâtiment qui est derrière également, contrairement à tout à l'heure à un 4 où on le devinait plus du tout. Donc ça, c'était pour l'ouverture. Je laisse Guillaume donc continuer sur la vitesse. À mon tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on les balayera après, à la fin de tout ça. Donc la vitesse. Euh, alors, c'est la durée pendant laquelle une image est exposée. C'est-à-dire que pendant cette durée, on va exposer le capteur à la lumière et ça va imprimer l'image. Donc, plus on va vite, moins il y aura de lumière qui va rentrer, et à l'inverse, plus on va rester longtemps ouvert, plus on va avoir de la lumière qui rentre. Mais la vitesse affecte pas tout à fait que ça en fait. Ça affecte, ce que je viens de vous dire, la quantité de lumière qui atteint l'appareil photo. Donc plus vous allez vite, moins vous avez de lumière. Mais ça va aussi influencer sur le rendu du mouvement. Alors je vais vous montrer quelques petits exemples. La vitesse rapide, ça va être utilisé pour figer le mouvement. Si vous avez des enfants et que vous voulez qu'ils soient nets, cherchez pas, il faut augmenter la vitesse. Après la vitesse lente, cette fois, ça va être pour justement montrer le mouvement. Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de lumière qui rentre sur votre capteur. Néanmoins, attention, plus vous êtes rapide, moins votre corps humain va influencer la qualité de l'image. Mais alors, plus la vitesse est lente, vous allez avoir ce qu'on appelle un flou de bouger. Donc, attention au flou de bouger. Par exemple, un petit conseil, pour un déballage de cadeaux, les enfants sont grossièrement imprévisibles. D'accord? Vous avez donc besoin d'aller très vite. Le réglage que moi je vous recommande, c'est 1/100. D'accord? Minimum. Si vous allez en dessous, vous avez des chances que votre photo ou le bout des doigts soit pas vraiment très très net. Après, pour de l'architecture, vous pouvez aller du coup plus lentement. Ça bouge pas vraiment un bâtiment. À condition d'avoir un système de stabilisation. Donc, une fois que vous avez un système de stabilisation et que vous ne tapez pas dans votre boîtier au moment où vous faites la photo, vous pouvez descendre à 1/20, voire 1 seconde. Quelques petits exemples rapides d'une cascade, donc c'est l'exemple un petit peu que tout le monde montre, c'est très classique. Si on voit un demi, on voit qu'il y a, je vais prendre ma souris, hop là. Si on voit ici un demi, on voit que l'image n'est pas vraiment nette. C'est-à-dire qu'on devine un peu de netteté derrière, mais finalement l'eau est plutôt euh, fuyante, enfin ça glisse, on voit que c'est de l'eau. Et plus on va aller vers des vitesses rapides, plus on va détecter de plus en plus de mouvements. Alors, c'est la même cascade, c'est pas la question. C'est juste que plus on va augmenter la vitesse, plus on va figer le mouvement, et c'est flagrant ici. Regardez sur 1/2, d'accord? Ici, on voit clairement que c'est qu'un seul trait d'eau, alors que si on va à 1/60, ici, on voit très clairement qu'il y a il y a un mouvement d'eau qui est créé. Donc, le flou de bouger. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce flou de bouger? C'est les mouvements de votre corps qui vont rendre votre photo floue. Alors, pour résoudre ce problème, il n'y a pas des milliards de solutions, mais néanmoins, voilà quelques pistes. Vous devez toujours vous placer au-dessous de 1/50 à main
lever. Et utiliser les fonctions de stabilisation des objectifs vous permettant de passer à un 20e environ. Mais stabilisez-vous au maximum, soit en utilisant un trépied, soit en vous plaquant contre un mur pour gagner en stabilité, mais en tout cas, essayez d'être le plus stable possible, et on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que moi le premier, je suis pas stable ou peu stable du tout, alors j'ai pas la tremblote, c'est juste que j'ai pas la souplesse qu'il faut. À l'inverse, Céline, elle est capable de faire du 1/10 sans trépied, alors que moi, un 1/10, il y a la moitié de la photo qui est bonne à mettre à la poubelle. Après, la sensibilité ou les ISO. Alors on se regarde avec Céline, on sait pas qui fait cette partie-là. C'est toi? Alors je repasse la main à Céline. Oui, enfin, moi, je me souviens que c'était à moi. Non, oui, pour revenir sur ce que vient de dire Guillaume, effectivement, il n'arrive pas à faire des photos au-dessous d'un 50e, alors que moi, j'arrive à les faire à 1 seconde. Bon, bien stabiliser, appuyer sur un poteau, ça peut se faire. Mais de toute manière, l'idéal, on en reparlera tout à l'heure, c'est quand même d'utiliser des trépieds dans ces cas-là. Donc, le dernier élément de notre trio, à savoir les ISO ou sensibilité, vous savez, c'est ce qu'on appelait aussi les ASA sur les pellicules. Vous prenez du 100 ASA, du 200 ASA, du 400 ASA. Alors, le 400 ASA, je m'en souviens, c'était quand on voulait faire des photos à l'intérieur. Alors, je me souviens très bien parce que du coup, ma mère râlait à chaque fois que j'avais du 100 ASA en pellicule et qu'elle refusait que je fasse des photos à l'intérieur avec. Bon, comme tout à l'heure, c'est une mesure logarithmique. On fait encore des maths. Donc finalement, à 400 ISO, vous allez être 2 fois plus sensible à la lumière qu'à 200 ISO. À 200 ISO, pareil, vous serez 2 fois plus sensible qu'à 100 ISO. Donc à 100 ISO, c'est le moment où vous allez prendre le moins de lumière. Donc plus vos ISO sont hauts, moins finalement vous allez avoir besoin de lumière, donc plus vous pourrez travailler dans des conditions de lumière difficiles, parce que justement il sera capable en fait de travailler en fait sur la photo afin d'aller extraire quand même les petites différences qu'il arrive à voir, donc les contours et autres. Le problème, c'est que du coup on demande à l'appareil photo de travailler, donc de monter en sensibilité, et vous doutez bien que ça a un prix, donc le prix c'est ce qu'on appelle justement le bruit, pardon. Donc plus vos ISO sont élevés, plus vous risquez d'avoir du bruit. Alors, le bruit, qu'est-ce que c'est justement? Alors, j'ai pris un petit exemple en photo. Alors, il y a 2 photos justement avec une qui est zoomée. On voit très très bien sur la deuxième des petits grains blancs. Alors là, c'est une photo en noir et blanc qui passe pas trop mal. Et alors, le bruit n'est pas forcément toujours négatif, on va dire. Alors, ce qu'on appelle pareil le grain en argentique, là on parle de bruit en numérique, il peut être aussi recherché. Sur cet exemple-là, par exemple, sur cette photo, c'était recherché parce que je voulais donner un effet un peu vieilli à la photo. Donc, je suis allée forcer en fait le bruit. On a l'avantage aujourd'hui, avec Lightroom 5 et toutes les autres suites on va dire, de développement qui existent, d'avoir des logiciels qui quand même compensent extrêmement bien le bruit et arrivent à l'enlever relativement bien. Donc ça, c'était pour notre dernier petit trio, donc le bruit. Alors maintenant, justement, on va essayer de faire une micro-synthèse de ce qu'on a pu se dire et voir ce qu'il faut retenir. Alors, si vous décidez d'utiliser une très grande ouverture, exemple f1.4, quelles sont les conséquences du coup sur les autres éléments? Déjà, vous allez pouvoir aller très vite parce que vous allez pouvoir récupérer beaucoup de lumière avec votre grande ouverture. Vos ISO aussi seront également très faibles. Vous n'avez pas besoin d'aller pousser votre capteur au bout de ses limites. Donc du coup, vous n'aurez pas de bruit. Par contre, vous aurez une zone de netteté très faible. Donc, par exemple, vous avez les yeux nets, mais vous aurez les oreilles floues. Parfait pour le portrait finalement. A contrariori, si on est sur une ouverture qui sera petite, exemple f13. Par contre, cette fois-ci, on va avoir besoin d'une vitesse plus lente pour que, en fait, du coup, on puisse laisser suffisamment de temps à l'obturateur pour accueillir toute la lumière qu'il aura besoin. Ou alors, vous allez avoir besoin de monter dans les ISO. Inconvénient, vous risquez d'avoir du bruit. Avantage, vous aurez une zone de netteté qui sera beaucoup plus étendue et donc forcément idéale
dans les paysages. Alors, je vais retourner le problème à l'envers et partir sur de la vitesse. Cette fois-ci, plus vous avez besoin d'aller vite. Donc justement, vous faites de la photo de sport, de moto ou autre. Bon, alors, on n'est plus dans les fêtes de fin d'année là, mais on prend les enfants qui courent, par exemple, dans la salle des fêtes, j'ai envie de dire, ou au restaurant, où ils sont en train de jouer, je sais pas, au jeu de castor, là, il faut appuyer le plus vite possible. Donc plus vous allez vite, plus vous allez avoir besoin de lumière et surtout d'une très grande ouverture. Et plus du coup, vous allez aussi compenser en montant en ISO. Donc plus vous aurez de bruit. A contrariori, si vous avez besoin, si vous avez juste besoin d'aller lentement, par exemple pour juste immortaliser quelques lumières, vous allez accueillir donc, pendant longtemps de la lumière, donc du coup votre ouverture pourra être petite, vos ISO seront faibles également, par contre vous serez aussi sujet au flou de bouger. Donc vous l'avez bien compris, finalement ce trio tourne toujours autour de la lumière, c'est le point central de tout ce qui va se passer. Donc voici quelques conseils finalement pour réussir à se régler ce mode, en fait ce petit trio, et comment faire en fait, quelle étape réaliser. Alors déjà, la première étape à connaître, c'est de déjà bien connaître son boîtier et surtout connaître à quelle valeur vous considérez être limite au niveau ISO. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que quand j'ai commencé, j'avais un 450D de chez Canon et passé 400 ISO, je ne supportais plus les photos, je les trouvais beaucoup trop bruitées. Donc finalement, je ne montais jamais au-dessus de 400 ISO, sauf si vraiment je n'avais pas le choix. Donc c'est important de bien connaître finalement son boîtier et à quel moment vous n'acceptez plus en fait le bruit présent à l'image. Ensuite, première chose, vous devez choisir votre objectif en fonction de ce que vous allez faire. Par exemple, si vous faites du portrait, faites du f1.4, f1.8, f2.8 par exemple. Si vous faites plutôt de l'architecture, alors vous n'avez pas besoin en fait d'avoir une grande ouverture, vous pouvez être sur du f8. Du paysage, vous allez pouvoir être sur du f11 ou f13. Évitez également de monter au-dessus de f16. En fait, les boîtiers au niveau du piqué se dégradent en fait à partir de ces niveaux-là. Donc du coup, vos photos ne seront pas jolies. Et f13, vous commencez quand même à voir quasiment tout net, c'est déjà pas mal. Et en plus, vous verrez toutes les saletés qu'il y a sur votre capteur. Donc maintenant qu'on a l'ouverture de fixée, on va régler la valeur des ISO. Donc vous allez le voir en fait avec de l'expérience, vous allez savoir quel ISO mettre. Généralement, quand il fait très beau dehors, vous êtes en 100 ou 200 ISO. Si vous êtes à l'intérieur, vous avez besoin d'être en 400 ou 800 ISO. Alors, à l'intérieur, mais 2 jours par contre. Et si par contre, c'est la nuit, déjà vous allez avoir besoin de monter beaucoup plus en ISO. Mais ça dépend également de ce que vous prenez. Par exemple, un spectacle de nuit, s'il y a beaucoup de lumière, vous n'avez pas besoin d'être à, je sais pas, 6400 ISO. D'un autre côté, s'il n'y a pas de lumière du tout et que tout le monde est éclairé juste avec on va dire la lampe de son téléphone, vous risquez d'avoir besoin de monter à 3200 ISO. Donc vous avez fixé maintenant votre ouverture, vous avez fixé vos ISO, on va passer à la vitesse. Donc, vous avez déjà besoin de prendre en compte les contraintes de stabilisation de votre environnement si vous êtes à main levée par exemple. Vous, comme disait Guillaume, évitez de descendre en dessous d'un cinquantième. Ou alors stabilisez-vous un maximum, donc posez-vous contre un mur, mettez bien les bras le long du corps et essayez de faire votre photo en ne respirant plus pour éviter les problèmes en fait que font la respiration. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc pour les déballages ou tout ce qui est mouvement rapide, mettez-vous au minimum à 1/100. De toute manière, vous le verrez très vite, les mains seront floues, comme on a pu voir tout à l'heure. Architecture, après, il faut réussir à descendre un petit peu pour réussir à bien tout figer au niveau de la lumière, mais toujours pareil, avec stabilisation. Allez, c'est moi qui vais reprendre cette fois jusqu'à la conclusion. Alors, les petites choses du coup à vérifier une fois que votre photo est faite. Vous pensez être bon partout, les ISO, l'ouverture, la vitesse, vous pensez que tout est bon. Mais il faut avant tout, après tout, vérifier. Alors attendez, hop, j'ai fait une petite bêtise. Il va falloir que vous vérifiez tout simplement l'exposition de votre photo.
D'accord? Et alors, pour ça, il y a plusieurs méthodes finalement. Il y a sur l'écran arrière, d'accord? En prenant tout simplement une photo dans la situation dans laquelle vous êtes. Si la photo est trop claire, bah soit vous diminuez les ISO, tout simplement, soit vous augmentez la vitesse ou vous... Ah, on a accéléré. Oh la bonne coquille. On va corriger ça. Et du coup, vous choisissez aussi une plus petite ouverture. À l'inverse, si cette fois la photo est trop sombre, donc ralentissez dans la limite du possible, d'accord? Et vous pouvez aussi choisir une plus grande ouverture. Ça dépend un petit peu de votre optique. Ou alors, dernier paramètre, vous augmentez les ISO. Maintenant, on va parler des modes. Alors le mode ouverture, c'est le mode où on va régler que l'ouverture. C'est à utiliser quand c'est l'ouverture qui compte le plus. Alors, dans notre cadre, c'est hyper intéressant pour les fêtes de fin d'année. D'accord? Ensuite, le mode vitesse. C'est à utiliser quand par exemple vous faites de la photo de sport. Du coup, ça colle pas trop avec le thème de Noël. Mais vous devez toujours configurer vos ISO. Sauf si pour le coup vous êtes en ISO manuel, mais le problème c'est que vous risquez quand même de mauvaises surprises. En ce qui concerne les réglages, vous devez définir votre mode, donc priorité ouverture, priorité vitesse, priorité ISO, sur les Pentax il y a ça, et vous devez régler en conséquence soit l'ouverture, soit la vitesse, soit les ISO. Ensuite, on se pose souvent une question quand on fait ce genre de photos, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir sûrement de la post-traitement. Dans quel mode je me mets? Le RAW, le JPEG, bref, c'est pas hyper clair tout ça. Maintenant, nous, on va vous recommander tout le temps de vous mettre en RAW. C'est très rare que nous-mêmes on fasse des photos en JPEG pour la simple et bonne raison, c'est qu'on veut pouvoir cesser toute l'attitude de ce qu'on va faire. L'avantage du RAW, c'est que ça vous oblige à traiter vos photos. Vous ne faites pas du clic-clic direction Facebook. Non, il faut un peu bosser vos photos et regarder ce que vous faites. Et l'avantage aussi, c'est que ça conserve toutes les données du capteur. Vous avez donc la possibilité finalement de travailler le noir et blanc sur l'ordinateur. Vous ne laissez pas le boîtier faire à votre place. Et après, gros avantage encore, ça vous permettra d'ajuster la balance des blancs en post-production. Maintenant, il y a un inconvénient à tout ça. Ça prend de la place, un, sur la carte mémoire, d'accord? Et deux, sur le disque dur. Alors, sur la carte mémoire, c'est périssable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir après jeter les photos que vous avez déchargées sur l'ordinateur. Mais voilà, faut savoir, l'euro, ça prend pas mal de place. Ensuite, il y a le JPEG. Alors, le JPEG, c'est sortable de suite. C'est-à-dire que vous faites votre photo, vous pouvez la mettre sur un télé, c'est super. C'est pas toujours qualitatif, mais au moins vous avez fait vos photos et vous pouvez les montrer aux gens, ce qui est déjà une très bonne chose. Ça prend moins de place et en plus, bah, c'est plus rapide, dans le sens où vous pouvez tout de suite les sortir et puis qu'écrire un JPEG sur une carte SD va beaucoup plus vite qu'un RAW. Et en plus, bah, vous pouvez sortir en plusieurs formats différents, soit en JPEG, soit en PNG, ça dépend un petit peu de votre optique, de votre boîtier, pardon. Ensuite, la balance des blancs. Alors, nous, on se pose pas trop la balance des blancs parce qu'on s'en moque un petit peu quand on shoot en RAW. Donc voilà. Personnellement, étant en RAW, la balance des blancs, on la laisse en automatique, on se prend pas la tête, on regardera ça à la post-production. Et nous, on règle la balance des blancs, donc sous le logiciel Lightroom de chez Adobe. Après, amusez-vous à sortir vos accessoires. Que ça soit un flash avec son diffuseur, par exemple, un filtre, un trépied ou encore une télécommande. Et ensuite, bah, c'est parti.
vous commencez votre séance photo. Avant, on va quand même parler quelques minutes du flash, et là c'est moi qui garde la main parce que le flash c'est ma partie. Utiliser le mode TTL est un bon compromis. Ajustez juste la puissance en fonction de la pièce. N'envoyez jamais votre flash directement sur vos sujets. Utilisez toujours des surfaces réfléchissantes. Alors, l'une des plus grandes surfaces réfléchissantes que l'on a quand on fait ce genre de photos à notre portée, c'est le plafond, qui se trouve souvent être blanc. Et après, pour ceux qui n'ont qu'un flash intégré, vous utilisez une petite balle de ping-pong, qui est le diffuseur idéal pour ce genre de flash. Néanmoins, attention à votre vitesse d'obturation. Elle ne peut pas être supérieure à 1/250e, pour la simple et bonne raison que si elle est au-dessus, à un moment ou à un autre, le capteur ne sera pas correctement exposé par rapport à l'éclair du flash. Maintenant, on va parler du focus. Alors le focus, faites très attention à ça. Particulièrement si vous êtes à des grandes ouvertures. f1.4, f1.8, f2.8. Parce que l'erreur est impardonnable. Et le focus doit être fait sur les éléments à mettre en avant. Par exemple, ça peut être les yeux des enfants, ou les détails, les mains, ou un élément de la décoration. Voilà, deux petites photos qui vous montrent à quoi je fais allusion en parlant de décoration. Profitez-en, jouez sur les détails, on vous l'a dit en début de présentation. Alors, on vient de finir plus ou moins cette deuxième masterclass sur Photopassion. Donc, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir déjà les 30 erreurs de photographe. Alors, en toute honnêteté, 30 erreurs qu'on a déjà faites nous, et qu'on fait encore régulièrement pour certaines. Donc, on a beau avoir écrit ce guide, on arrive quand même à encore oublier nos batteries sur le chargeur. Bref, passons. Et du coup, voilà, vous pouvez récupérer cet e-book gratuitement. C'est un truc qu'on vous met à disposition. Et du coup, vous allez pouvoir nous poser vos questions sur les réglages, les utilisations, les photos qu'on peut faire pour Noël. Seule petite chose, on va prendre juste une minute pour aller boire un petit peu d'eau et commencer tout de suite à poser vos questions.